Suite à l'épisode consacré à l'origine des canidés, tel que je l'imaginais, ça n'a pas loupé. Les questions ont fusé. Et les félidés? Alors bon, vous commencez à me connaître, alors va pour les félidés, les stars de l'internet. Et voyons ce qu'il en est des origines de nos petits prédateurs préférés. Tout comme les canidés dont nous avons déjà parlé, les félidés, ou félins dans le langage courant, font partie du groupe du clade Carnivora, des mammifères carnivores. Et effectivement, comme nous allons le voir, les félidés partagent un ancêtre commun avec les canidés. Ainsi, notre aventure féline débute donc comme celle des canidés. Et si vous avez vu l'épisode dédié à leurs origines, vous savez d'ores et déjà que cet ancêtre est probablement un membre de la famille des Myacidés, une famille de petits carnivores. Une famille issue de la diversification des mammifères qui prend son essor lorsque, suite à l'extinction KPG, voilà 66 millions d'années, le règne des grands dinosaures non aviens arrive à son terme. La famille des Myacidés va prospérer et se diversifier jusqu'à l'Éocène. Et nous pensons que c'est de cette famille qu'émerge l'ordre des mammifères carnivores, le clade Carnivora. Les Carnivora regroupent deux grandes familles, les caniformes, Caniformia, que nous avons déjà explorés et qui pour rappel regroupent non seulement les canidés, mais aussi les ours, les phoques, les otaries, les morses et tout un tas d'autres bestioles pleines de poils et de dents. Loutres, mouflettes, blaireaux, gloutons et les pandas. L'exception à la règle, car comme vous devez certainement le savoir, le panda est herbivore, se nourrissant de bambou. Il est de ce fait le seul membre du clade Carnivora à être herbivore. Tout du moins, encore aujourd'hui. Et j'aurais dû le préciser lorsque je vous ai relaté l'histoire des canidés. Donc, outre les caniformes, nous avons les féliformes, Feliformia, le groupe qui comprend les félidés. Mais pas que. Il regroupe aussi d'autres familles, comme celles des civettes, des genettes, des linsangues asiatiques, des mangoustes, des suricates, sans oublier la grande famille des hyénidés, et bien entendu, tous les genres et autres espèces disparues. Le clade des félidés regroupe quant à lui plus de 20 genres dont la majeure partie a disparu depuis fort longtemps. Mais il comprend aussi 3 sous-familles, les Machairodontinés, désormais éteintes, et les 2 autres, les Panthérinés et celle des Félinés. Panthérinés et Félinés, c'est dans ces 2 sous-familles que l'on retrouve l'ensemble des genres et espèces actuelles. Cela dit, au cours du temps, ces 2 sous-familles ont aussi connu des espèces qui sont aujourd'hui éteintes. C'est assez impressionnant de voir le nombre de genres et d'espèces qui ont parcouru le globe et qui se sont ensuite éteintes. Et malheureusement, ça continue. Pour d'autres raisons qui ne sont pas vraiment naturelles, pour ne pas dire anthropiques. Quel hécatombe quand on y pense. Bref, voilà l'état des lieux actuels. Nous reviendrons sur les félidés modernes en fin d'épisode. Pour le moment, retour aux origines, à l'Éocène. Éocène qui voit l'émergence du clade qui nous intéresse, les féliformes. Pour illustrer mes propos, voici un cladogramme ni trop simple ni trop complexe, qui devrait, je pense, j'espère, vous donner une idée assez claire de leur évolution. Les plus pointillés d'entre vous me diront certainement que ce cladogramme est relativement simple, ce qui, je vous le concède, n'est pas faux. Nous pourrions utiliser celui-ci, mais si j'utilise celui-là, je crains que nous y serions encore alors qu'Elon Musk et ses petits copains seraient déjà sur Mars. Bref, on va faire simple et croyez-moi, il y a déjà de quoi faire. Le clade des féliformes apparaît donc à l'Éocène, et la première branche nous amène vers le clade des Nimravidés. Les Nimravidés sont une famille basale archaïque, bref, aux caractéristiques primitives, une famille de carnivores aujourd'hui éteinte, assez mystérieuse. En effet, à ce jour, leurs origines géographiques est toujours indéterminée,
Et les plus vieux fossiles de cette famille nous sont connus de différents endroits du globe. Néanmoins, les plus vieux fossiles présentés par le site Paleobiology Database datent de l'Éocène de Chine, entre 48 et 41 millions d'années. Puis, ils se diversifient. Le nombre de genres et d'espèces augmente, et dès le début de l'Oligocène, voilà environ 34 millions d'années, le registre nous montre une distribution allant de l'Amérique du Nord à l'Asie, de l'Asie à l'Ukraine et jusqu'en Europe, en Allemagne, Suisse, Espagne et en France, avec Eusmilus. Il faut croire qu'ils se sont bien plu dans nos contrées d'Europe occidentale. Cependant, le fossile le plus récent date du tout début du Miocène, d'Amérique du Nord, avec un spécimen indéterminé découvert en Floride. En bref, le registre fossile présente une large distribution avec un point d'origine inconnu. Ces animaux, à la morphologie déjà très féline, mais plus trapus et plus courts sur pattes que nos félins actuels, étaient de taille variable, allant de celle d'un léopard à celle d'un tigre. Par ailleurs, si vous suivez les épisodes, vous n'êtes pas sans savoir que si l'on parle de mammifères, on n'échappe pas à la dentisterie. Alors, je ne vais pas m'engager là-dedans, mais sachez tout de même qu'à la différence des canidés qui ont un museau allongé, les nimravidés, et les félidés en général, ont un museau plus court et possèdent donc moins de dents que leurs cousins canidés. Cependant, un museau plus court, allié à de puissants muscles maxillaires, leur confère une puissance de morsure accrue. Pour preuve, voyez cette crête sagittale très marquée au sommet du crâne, à laquelle se rattachent les muscles masticateurs. En contrepartie, un museau plus court implique moins de dents, et en effet, les félins actuels, selon les espèces, ne sont dotés que de 28 à 30 dents. Mais des dents terriblement efficaces. En parlant de dents, terminons ce chapitre sur les nimravidés en soulignant qu'ils sont les premiers tigres à dents de sabre. En effet, la plupart d'entre eux possèdent cette denture. Quoi qu'il en soit, on ne peut que constater que c'est un caractère qui est apparu très tôt dans la lignée. Avançons. Retour sur notre cladogramme. Suite aux nimravidés, émerge une foultitude de familles, dont les derniers représentants sont toujours présents sur la planète. C'est le cas des herpestidés, des vivéridés et des hyénidés, les hyènes, que nous n'aborderons pas ici car leur histoire est aussi très riche et il y aurait de quoi faire un épisode entier sur le sujet. Alors, allons à l'essentiel. Si le sujet vous intéresse particulièrement, je vous renvoie vers la conférence en ligne de mon collègue Julien Barbier, disponible sur la chaîne Graines de Savoir. Le lien est évidemment en description. Une petite précision toutefois à propos du genre Hyénodon, que certains d'entre vous connaissent via le documentaire de la BBC sur la Terre des Géants. En effet, malgré son nom équivoque, Hyénodon n'est pas un hyénidé, mais un genre appartenant à un groupe antérieur à celui des carnivora, le clade des créodontes. Revenons à notre cladogramme et entrons dans le vif du sujet, les félidés. Le plus ancien représentant découvert à ce jour de cette vaste famille se nomme Proelurus. Proelurus est un genre de félidés de taille plutôt petite, environ 1 mètre de long pour les plus grands. Il évoluait en milieu forestier où il passait le plus clair de son temps dans les arbres, à l'abri des prédateurs. Il possède déjà pratiquement toutes les caractéristiques du félin actuel. Il est digitigrade, il possède des griffes rétractiles, il est agile et sa morphologie générale, très féline, nous semblerait tout à fait commune. Bien qu'à ce jour le genre Proelurus ne soit connu que par une seule espèce, Proelurus lemanensis, les plus vieux fossiles connus nous proviennent d'un Proelurus indéterminé du début de l'Oligocène de Mongolie, ouvrant peut-être l'hypothèse qu'il soit apparu quelque part en Asie durant l'Oligocène. Ensuite, on le retrouve en France, du côté de Vichy, à la toute fin de l'Oligocène. Et le genre perdurera jusqu'au début du Miocène, puisqu'on retrouve 2 fossiles en Allemagne et en Espagne. Ce qui fait que le chaton en question aura traversé pas loin de 15 millions d'années avant de disparaître.
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 50 fois la durée de notre espèce. Sur notre arbre phylogénétique simplifié, nous voyons la branche se diviser et donner naissance au clade des Machairodontinés, les machérodontes, une sous-famille de félidés dont vous connaissez certainement, peut-être sans le savoir, un de ses membres. Comme nous pouvons le constater, il s'agit d'une famille pour le moins nombreuse, réunissant plusieurs genres et espèces, et notamment 4 tribus, les tribus étant un rang taxonomique qui s'intercale entre la sous-famille et le genre. Comme si ce n'était pas assez compliqué, on ajoute une poupée russe supplémentaire. Oui, le Suédois Carl von Linné, le père de la taxonomie, était un homme très précis. Il aurait pu être suisse. Toujours est-il que la famille est très grande, très vaste. Alors laissez-moi vous parler de quelques-uns d'entre eux. Par exemple, non, pas Nimravides. Non. C'est un mauvais exemple, car effectivement, c'est un Machairodontiné. Mais avec un nom pareil, ça porte à confusion. On pourrait penser qu'il s'agit de Nimravidae. Oui, voilà, c'est plus parlant. De plus, Machairodus était présent en France. Enfin en France, et pratiquement sur tout le continent eurasiatique, et même en Afrique. Un beau bestiau le Machairodus, plus d'1 mètre au garrot, plus de 2 mètres de long pour environ 200 kg. Et certaines espèces africaines étaient encore plus énormes. Et comme il a vécu jusqu'à il y a 200 000 ans, autant dire que le genre Homo était au menu de cet animal. Bref, c'est vers le début du Miocène qu'émergent les premiers Machairodontes, des extraordinaires Machairodontes. Extraordinaires car c'est dans ce groupe que l'on rencontre le plus emblématique et le plus connu des félidés préhistoriques. L'incroyable tigre à dents de sabre, Smilodon. Je vous avais dit que vous en connaissiez un. Cependant, Smilodon est un genre de Machairodonte dérivé, plus récent, et nous connaissons des spécimens plus anciens, comme par exemple Homotherium, qui est un genre de Machairodonte plus vieux de quelques millions d'années. Homotherium. Alors généralement, le suffixe therium est attribué aux mammifères herbivores. Alors ne me demandez pas pourquoi il porte un nom pareil, la bête humaine. Aurait-il influencé le roman d'Émile Zola ? Je ne pense pas. Par contre, il est possible que ce soit le bouquin de Zola qui ait influencé son découvreur. Toujours est-il que les premiers représentants du clade apparaissent dans le registre fossile à l'étage du Tortonnier, l'avant-dernier étage du Miocène, en Éthiopie, en Afrique donc. Plutôt étonnant, vous en conviendrez. Puis à l'étage suivant, au Messinien, c'est un peu plus bas, au Kenya, que l'on retrouve un nouveau fossile. On avance au Pliocène, et là, ça grouille de toutes parts. Homotherium s'est désormais répandu tout le long de l'Afrique orientale, a conquis une bonne partie de l'Eurasie, de l'Espagne jusqu'au Tadjikistan, en passant par la Roumanie, l'Ukraine, la Russie, la Géorgie, et il est même passé en Amérique du Nord. Un vrai conquistador, le gros minet. Bizarrement, aucune trace d'Homotherium dans le registre fossile chinois pour cette période. Il nous faut attendre l'époque suivante, le Pléistocène, pour découvrir un spécimen, Homotherium crenatinens. En fait, c'est surtout en Europe qu'ils sont légion. Ils ont même traversé la Manche. Enfin, façon de parler. Car vous imaginez bien que si le niveau de la mer était assez bas pour laisser émerger la Béringie au détroit de Bering, à cette époque, c'est le cas de le dire, l'Angleterre n'était pas vraiment une île. Bref, le genre Homotherium était largement réparti sur les continents. Néanmoins, au Pléistocène terminal, pratiquement plus rien, quasiment aucune trace, si ce n'est quelques spécimens en Amérique du Nord et un autre aux Pays-Bas. On peut donc en déduire, pour le moment, que c'est donc à la fin de cette époque, au bout de plus de 10 millions d'années, que ces gros félins se sont éteints. Ce qui nous amène à leurs célèbres cousins, les Smilodons. Le genre Smilodon, dans un ciseau, bien que très populaire, n'est en fait représenté que par 5 espèces,
toutes américaines. Smilodon est un félidé de grande taille, atteignant pour les plus grands spécimens plus d'1 mètre au garrot, plus ou moins la taille d'un tigre ou d'un lion. Rien à voir avec ce qu'Hollywood nous présente. Smilodon apparaît dans le registre fossile au début du Pliocène, en Floride, avec Smilodon gracilis. Et rapidement, au milieu du Pléistocène, les fossiles découverts nous montrent que le genre Smilodon se diversifie en beaucoup d'espèces et se répand non seulement dans toute l'Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud lors du grand échange faunique interaméricain. En effet, lorsque les deux Amériques se connectent, il y a environ 3 millions d'années, se forme l'isthme de Panama, une véritable passerelle entre les deux Amériques. Avant cela, les deux continents étaient séparés par un bras de mer presque infranchissable. Et c'est cette nouvelle bande de terre qui permet à la faune de migrer d'un continent à l'autre, et ce, dans les deux sens. Ce qui au passage sonnera le glas de Thylacosmilus au profit des carnivores nord-américains. Smilodon arpente les terres américaines du début du Pliocène jusqu'à l'Holocène, puis disparaît, il y a environ 10 000 ans. Alors je ne m'engagerai pas ici à extrapoler le pourquoi du comment, mais toujours est-il que cela correspond plus ou moins avec l'arrivée des premiers hommes. Ce qui nous amène aux félidés modernes. Pour cela, faisons un petit retour en arrière, direction le Miocène. C'est à ce moment que quelque part en Asie émerge une nouvelle branche, un nouveau clade issu d'un ancêtre commun inconnu et qui se divise en deux sous-familles, les panthérinés et les félinés. Pour y voir plus clair, changeons de graphique. Sur celui-ci, nous voyons qu'il y a environ 11 millions d'années, la branche se divise et donne naissance à la première sous-famille, celle des panthérinés. Puis, il y a environ 6,4 millions d'années, elle se divise à nouveau et apparaissent alors les deux genres que nous connaissons. Le genre Neophélis, les panthères nébuleuses asiatiques, et le genre Panthera. C'est dans le groupe Panthera que nous retrouvons les grands félins qui rugissent, les lions d'Afrique et d'Asie, les léopards, les jaguars, tigres et panthères des neiges. Chez les félinés, de l'autre côté de l'arbre, assez rapidement, entendez par là en quelques millions d'années, durant le Miocène supérieur, la branche fleurit abondamment. Il y a 9,4 millions d'années, émerge le genre Pardophélis, les chats marbrés asiatiques. 8,5 millions d'années, les caracals d'Afrique et du Moyen-Orient. 8 millions d'années, le genre Léopardus, qui bien que son nom de genre soit lui aussi très équivoque, sont les ocelots d'Amérique du Sud. 7,2 millions d'années, les lynx font leur apparition. Puis, à 6,7 millions d'années, arrivent les pumas et leurs très proches cousins, les guépards. Ensuite, vers 6 millions d'années, viennent les chats léopards du Bengale et autres chats de Pallas. Et nous arrivons enfin au bout de la branche, il y a 3,4 millions d'années lorsqu'apparaît le genre Felis, les chats. Les chats qui, comme vous pouvez le constater, forment un groupe de plusieurs espèces, du chat sauvage, Felis sylvestris. Tiens, ça me fait penser que c'est sûrement pour cela que le redoutable gros minet se nomme Sylvestre. Bref, jusqu'au chat domestique, le chat de gouttière, le chat qui n'aurait bénéficié d'aucune sélection artificielle, un chat sans race ni pédigré, selon les critères propres aux primates que nous sommes. J'ouvre ici une parenthèse, car s'il y a bien une chose à retenir concernant les grands félins d'Afrique, ou les grands fauves comme on les appelle, c'est qu'ils ne sont pas originaires d'Afrique. Que ce soit le lion, le léopard ou encore le guépard, on les associe toujours à tort à ce continent, car nous les avons toujours majoritairement connus là-bas, en Afrique. Ce n'est que bien plus tard après leur apparition qu'ils se sont dispersés à travers le globe, et face à l'humanité grandissante, beaucoup ont disparu de leur terre originelle. En parlant de disparition sur ce graphique, on voit que les représentants actuels des félidés. Mais en fouillant un peu, on constate qu'un grand nombre de félidés se sont éteints au cours des derniers millions d'années.
Et vous voyez ici uniquement les genres disparus. Pour sûr que certains de ces genres comprenaient différentes espèces. En fait, les félidés actuels ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils furent autrefois. Et si nous nous focalisons que sur le registre fossile des félidés, là encore, quelques genres sont disparus. Comme quoi, la sélection naturelle est sans pitié. Mais nos amis les chats ont su nous conquérir. Pour survivre, il faut s'adapter. Et il y a à peu près 10 000 ans, alors que Smilodon s'éteignait, quelque part au Moyen-Orient, les premières agglomérations sortaient de terre. L'homme se sédentarisait. Et certains petits félins ont vu là une bonne opportunité. Car ils n'étaient pas les seuls à saisir cette opportunité. Bon nombre d'animaux en tout genre ont suivi les humains. Et leurs déchets. Déchets pour certains, mais vus par d'autres comme une réserve de nourriture intarissable et de plus facile d'accès la nuit tombée. Ainsi, toute une faune a commencé à graviter autour des humains, de leur bétail, de leurs victuailles, issues de leur agriculture naissante. Et la chaîne alimentaire étant ce qu'elle est, les prédateurs de ces petits animaux n'ont pas tardé à poindre dans les rues de ces nouvelles villes. De leur côté, les humains, excédés par les ravages perpétrés dans leurs réserves de nourriture par ces animaux minuscules mais ô combien nombreux, virent rapidement les avantages de ces petits chasseurs tout mignons et terriblement efficaces. Ainsi, au fil du temps, nos petits félins ont conquis le cœur des humains, leur amitié, leur maison. Et maintenant, eh bien, ils se font entretenir comme des nababs. Mais ne vous y trompez pas, sans que vous le sachiez, votre adorable petit chaton peut à tout moment devenir un chasseur impitoyable, sans foi ni loi. Au fond de lui réside encore cet instinct primordial de prédateur. Et comme dirait Miss Plume, enfermez un chat, vous sauverez 1000 oiseaux. Voilà qui clôt cet épisode traitant des félidés. Bien entendu, c'est une synthèse, la phylogénie de cette famille est immense. Par exemple, j'aurais pu mentionner le groupe des Barborophelidés, mais vous le comprendrez, je manque de temps. Cependant, j'espère que vous aurez apprécié ce travail. Et si tel est le cas, vous connaissez la chanson. SVP, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et si vous pensez que ce travail mérite une petite contribution de votre part, vous connaissez Tipeee. Comme je l'ai déjà dit, c'est quasiment ma seule source de revenus. À ce sujet, je remercie infiniment tous ceux qui me soutiennent déjà sur Tipeee ou sur Utip. Je remercie aussi tous ceux qui ont regardé des pubs sur Utip afin de me soutenir. Malheureusement, c'en est terminé avec ce mode de financement. Voilà, j'en ai assez dit, alors sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.